Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes fringants camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la faillite de l'État vénézuélien et l'incurie des secours, une semaine après les 2 tremblements de terre qui ont fait, vous le savez, plus de 2000 morts et au moins 50 000 disparus. La présidente par intérim a annoncé hier 7 jours de deuil national. Néanmoins, les citoyens du pays se sentent complètement abandonnés. No está ayudando el gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Aquí están ayudándonos la gente de afuera. Le Venezuela s'enfonce-t-il dans une crise sans précédent 6 mois après l'exfiltration brutale du président dictateur Maduro par l'administration Trump? Comment un État fantoche peut-il assurer la survie de presque 8 millions de Vénézuéliens qui ont besoin d'aide humanitaire? On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Bauduit pour vos chroniques. Oui, avec une décision du diocèse de Paris qui provoque la colère, réduire considérablement l'accès de la cathédrale Notre-Dame de Paris aux guides conférenciers, guides conférencières. Alors serait-ce pour favoriser les audio-guides? On ne peut pas le croire. On ne peut pas le croire. En tout cas, Elisabeth, là, au moment de la saison touristique, c'est d'importance, ça provoque la colère. Et donc, il faut rappeler que les guides conférenciers ont aussi le droit de citer. Oh oui, et vous Marie? Moi aussi, je parle des catholiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le pape vient d'excommunier 6 évêques traditionnalistes, intégristes. Qui sont-ils? Quel est leur latin? J'essaye de vous expliquer ça. C'est sûr, à tout à l'heure. Et pour commencer, si on changeait d'échelle, imaginons que nous, les adultes, si tant est que nous soyons adultes, redevenions enfants, des petits corps dans un monde taillé pour les grands. Qu'éprouverions-nous? Et si on pensait vraiment à hauteur d'enfance? C'est la proposition archi-stimulante d'une enseignante-chercheuse en sociologie et philosophie de l'enfance, Clémentine Beauvais. On la retrouve tout de suite. Clémentine Beauvais, bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir. Merci d'être ici. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Publication aux éditions Labor et Fides d'un petit ouvrage très stimulant et plein d'humour, L'enfance, qu'est-ce que ça change? Où vous évoquez l'altérité, la petitesse, on y reviendra, mais aussi quelque chose que vous avez entendu quand vous étiez petite. Les enfants, c'est comme les paix, on ne supporte que les siens. Et tout de suite, ça nous met à l'aise. Clémentine Beauvais. Bah oui, vous l'aviez entendu aussi cette phrase? Non. Non, jamais. Bon bah voilà. Ça m'ennuierait de l'avouer. Bah oui, je l'ai entendu quand j'étais petite et puis c'est vraiment une phrase qui m'avait pas du tout choquée à l'époque. C'est ça qui est intéressant quand on y pense. Enfin, vous imaginez si on vous disait les femmes c'est comme les pères, on supporte que la sienne. Enfin, ça serait hyper étrange. Mais quand c'est des enfants, même quand on est soi-même un enfant, ça, on se dit bon, on est d'accord. C'est censé aller. Ouais. Voilà. Et bien justement, on va en parler de l'enfance, cette altérité absolue avec vous après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Clémentine Beauvais, vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de York au nord-est de l'Angleterre. Autrice jeunesse, romancière, vous avez également publié un essai consacré à l'enfance. Alors quelle place nos sociétés accordent-elles aux enfants? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous naissez en 1989 à Paris, en même temps que les albums de Claude Ponty, Une chance, précisez-vous. Auteur et illustrateur, Claude Ponty publie son premier livre en 1986, peu après la naissance de sa fille Adèle. Les enfants voient infiniment plus de choses que les adultes. On est tous éduqués, normatés, formatés. On voit que ce qu'on a envie de voir. Claude Ponty a rédigé près d'une centaine d'albums jeunesse, dont le fameux La Tempête qui vous a beaucoup marqué. C'est ce soir que la tempête arrive. Mais Clarisse n'a pas du tout peur. À l'âge de 10 ans, vous succombez à ce que l'on appelle la Pottermania. Vous étudiez au Royaume-Uni, puis vous publiez de nombreux romans destinés aux enfants, dont Les Petites Reines, Songe à la douceur, Brexit Romance ou encore Pierre Bayard, Détective privé, une série d'enquêtes sur les grands textes jeunesse. Cet esprit de curiosité, d'enquête par rapport au texte littéraire, c'est vraiment quelque chose qui peut résonner avec une approche enfantine des textes, qui est à la fois ludique, curieuse. En 2023, dans un tract Gallimard, vous défendez le droit de vote dès la naissance. Être un enfant, c'est déjà une forme d'expertise sur le monde, argumentez-vous. Dans L'enfance, qu'est-ce que ça change? Vous poursuivez votre réflexion philosophique. Vous interrogez ce que l'on fait de cette expérience existentielle fondatrice une fois adulte. Vous déplorez nos espaces mal adaptés à la petitesse des enfants et vous en concluez que notre monde est adulto-centré. Enfin, page 81, vous précisez « Penser le monde à partir de l'enfance, c'est s'aider soi-même, mais aussi et surtout aider les autres ».
Clémentine Beauvais, oui, donc il ne s'agit pas de penser l'enfance, ce serait d'une certaine façon un regard surplombant, mais de penser à partir de l'enfance, mais y compris à partir de l'enfance que nous avons tous enfouie en nous et que nous avons oubliée. Oui, voilà. En fait, ce qui m'intéressait dans cet essai, c'était vraiment de réfléchir à cette chose qu'on a tous et toutes en commun. On a tous été enfants. Et donc, on a tous occupé cette position d'altérité ou de minorité, entre guillemets, par rapport à une norme, celle de l'âge adulte. En fait, c'est la seule expérience qu'on a tous et toutes fait d'un monde qui ne s'ajustait pas tout à fait à nos attentes. Vous évoquez Simone de Beauvoir, l'écrivaine féministe, le deuxième sexe, etc., qui disait « L'enfant est un être complet, qui par ailleurs n'en a pas eu, enfin a adopté une jeune fille ». Ça veut dire quoi, l'enfant est un être complet? Ça veut dire qu'il n'est pas en devenir, il est déjà réalisé, quoi qu'enfant? Alors en fait, Beauvoir, c'est vrai qu'on éclipse souvent le fait qu'elle a beaucoup écrit sur l'enfance, oui, parce que sa pensée féministe a été très vue, et c'est que maintenant qu'on commence vraiment à s'intéresser à sa pensée sur l'enfance. C'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, c'est une existentialiste, donc c'est pas, il y a forcément du devenir quelque part. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'un enfant se connaît déjà ses désirs, est capable de les exprimer sans parfois confusément, mais souvent pas confusément, en fait, que les règles autour de lui sont arbitraires. Elle parle d'un moment fondateur dans sa vie où elle veut peler une prune, il me semble, et ses parents l'empêchent, et elle comprend pas pourquoi hier j'ai pelé une poire, aujourd'hui j'ai pas le droit de peler une prune. Et la contingence absolue de ces règles lui fait se rendre compte qu'en fait le monde est tel qu'on a décidé qu'il l'est, et que ça pourrait être différent. Oui, voilà, adulto-normé, et puis plus tard ça devient d'autres normes dont elle s'aperçoit qu'on lui impose de manière arbitraire. Mais alors en même temps, il y a une sorte de paradoxe. On est dans une société où on se dit on fait tout pour les enfants, on se consacre à eux. Et vous nous dites non, on pense d'abord à notre confort. Et vous donnez un exemple très concret pour leur donner à manger quand ils sont nourrissons. On les met sur des chaises hautes alors qu'il serait mieux en bas, par terre, avec nous, au sol, avec eux. Oui, mais je pense que les deux sont pas incompatibles. On peut tout à fait se dire, les enfants sont très mignons, ils sont adorables, on va tout faire, on va se plier en quatre. Je mourrais pour mes enfants, donc ça veut bien dire que je suis pas centrée sur moi-même. Et en même temps, avoir toute une société qui est construite, structurée, qui est culturellement orientée pour bénéficier toujours aux adultes, et en plus à un certain type d'adulte, un type d'adulte qui est productif, qui est travaillant, et dont la temporalité devient absolue. Et ça se voit dans des espèces d'expressions bizarres du style « est-ce que le bébé fait ses nuits ?» En fait, ce qu'on veut dire, c'est que est-ce que le bébé fait tes nuits, mec? Ça va? Parce que toi, tu as besoin de tes 8 heures de sommeil pour pouvoir retourner au boulot. Il fait tes nuits ou pas? Mais on dit pas ça, on dit il fait ses nuits. Il fait pas du tout ses nuits quand il fait ça. Donc on voit dans tout un tas d'expressions et de manières qu'on a de dresser les enfants pour les ajuster à nos rythmes et à notre monde. Vous parlez de dresser les enfants. Des fois, ça s'apparente à une forme de dressage quand même, il me semble. Et ça veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'amour ou qu'il n'y a pas d'affection. Et je pense que c'est important d'être quand même assez nuancé dans cette vision parce que évidemment qu'on adore les enfants. Et c'est vrai, je pense que la plupart des parents seraient en effet prêts à mourir pour eux et à les protéger jusqu'au bout. Mais quand même, ça s'accommode mal du décalage de l'enfant par rapport au monde. On demande trop peu leur avis aux enfants dans le cas de sujets qui les intéressent, les écoles, les loisirs, les lieux dédiés justement à l'école et aux loisirs. On devrait demander plus l'avis aux enfants, faire des conventions de mômes, par exemple. Alors, en fait, pour moi, c'est même qu'on leur demande pas leur avis sur des choses dont on a l'impression qu'ils ne les touchent pas, mais qui en fait les touchent profondément. Moi, ça m'intéresse par exemple de l'absence totale des enfants dans les discussions sur les retraites. Ce qui paraît, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que les enfants ont à voir avec la retraite? Mais tout, un enfant, déjà quand il sera grand, ça le concernera énormément, mais un enfant a très travaillera pour... bien sûr, voilà. Et un enfant, très souvent, a des grands-parents. Très souvent, un enfant a des gens qui s'occupent de lui, autour de lui, dont la retraite a une grande importance. Très souvent, pour ce qui est de la fin de vie, un enfant a des parents qui vont peut-être être en train de s'occuper de leurs propres parents, de leurs propres oncles et tantes, de leurs propres grands-parents. C'est des questions qui touchent les enfants et on n'y pense pas nécessairement. On pense que tout ce qui les concerne, c'est l'éducation et la famille, alors que ça va vraiment bien au-delà. C'est beaucoup plus large. Alors on va évoquer avec vous, Clémentine Beauvais, et avec Anna, des villes en France, quelques villes en France, qui tentent de se mettre à hauteur d'enfants. Oui, imaginez une ville où les enfants jouent seuls dans la rue, où ils peuvent aller à pied à l'école sans danger, et où ils ont des avis, ils sont entendus. C'est la vision en tout cas d'un sociologue
sociologue italien Francesco Tonucci qui a mené l'expérience dans sa ville natale de Fano en Italie dès 1991 et avec succès. Et depuis bientôt 20 ans, des communes comme Rennes, Lille ou Montpellier sont à leur tour devenues des laboratoires de villes à hauteur d'enfants et amis des enfants reconnus par l'UNICEF. Et ça concerne quand même moins d'1% des communes en France. À Lille, par exemple, les 9-18 ans peuvent faire des propositions pour le budget de l'année à venir et s'impliquer dans la vie municipale. Par exemple, grâce à eux, des ruches ont pu être installées dans les cimetières et des parcours sportifs créés à hauteur d'enfants dans les parcs. Et puis à Rennes, les 6-12 ans ont pu voter pour l'aménagement d'un quartier. Résultat, une nouvelle cabane, un mur d'escalade et des hôtels à insectes. Et puis enfin à Montpellier, toutes les rues aux abords des écoles ont été sécurisées et piétonnisées pour développer l'autonomie des enfants. Alors vous vivez au Royaume-Uni, est-ce que là-bas les enfants sont impliqués dans l'aménagement de l'espace public ? Pas gigantesquement plus qu'en France. C'est pas la Suède non plus. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que les espaces privés sont quand même très réceptifs aux familles. Et c'est très courant dans les restaurants, dans les musées, dans les magasins, d'avoir des parcours spécifiques, par exemple, pour les familles ou pour les enfants dans les musées, d'avoir des coloriages, des jeux à l'intérieur des restaurants. Il y a toujours une chaise haute, il y a toujours un endroit pour pouvoir changer les enfants, ça c'est sûr. Même dans les trains, c'est quand même un petit peu mieux aménagé, mais c'est quand même... en fait, c'est des initiatives privées. Par exemple, dans le parc à côté de chez moi, il y a eu une initiative qui a été très forte parce qu'on s'est aperçu que les petites filles n'avaient pas assez d'espace, n'avaient pas autant d'espace que les petits garçons à l'intérieur du parc. Donc, ils ont fait un conseil avec les petites filles pour voir quel genre d'espace elles voudraient, elles. Et donc, ils ont créé des attractions spécifiques qu'elles leur ont demandé. La démocratie participative pour les petites filles, avec les petites filles. C'est un tout petit niveau, mais c'est quand même très, très, très intéressant de faire ça. Ouais. Bon, ça va paraître provocateur, mais on se dit, Clémentine Beauvais, elle nous vend l'enfant roi à nouveau. C'est peut-être aussi ça qu'on peut vous objecter quand on vous lit. Oui. Alors, cette fameuse expression qui est très, très déconstruite dans les milieux qui sont en faveur de l'enfance, on va dire enfantistes par exemple, cette expression d'enfant roi, elle vient vraiment couvrir et cacher par son exagération tout un tas d'énormes problèmes liés à l'enfance. Enfin, elle vient cacher le fait qu'un enfant sur 5 en France, un enfant tous les 5 jours, je veux dire, en France, meurt des suites de violences dans sa famille, par exemple. On pourrait citer les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles qui sont extrêmement bien connues. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut voir ce qu'on veut dire quand on dit que l'enfant est un enfant roi. Très souvent, ce qu'on exprime, c'est une sorte de frustration adulte liée au fait qu'il y a très peu de choses dans ce monde qui sont faites pour nous permettre d'avoir à la fois une vie épanouie de parents et une vie épanouie professionnelle. Et donc, parfois, on a l'impression, après une énorme journée de boulot stressante, on rentre à la maison et le fait que notre enfant arrive et nous dise « Tu me lis un livre ? Pourquoi le dîner, il n'est pas fait ? Pourquoi ceci ?» On dit « Mais qu'est-ce que t'as ? Je suis à ton service ou quoi ? Je suis pas Cendrillon. C'est quoi ? C'est toi, Laura ?» Mais en fait, la vérité, c'est qu'on est stressé, surtout par le patron. Il y avait un cartoon célèbre où on voyait un patron qui engueulait un père, qui engueulait un fils, qui tapait sur le chien. C'est un peu ça ce qui se passe dans cette dynamique d'enfant. Clémentine Beauvais, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la question sur ce tract que vous avez publié chez Gallimard en 2023 à propos du droit de vote qui serait accordé et que vous aimeriez vous raccorder dès la naissance. Concrètement, comment ça se manifeste ? Eh bien, concrètement, ça revient C'est une utopie ? Non, je pense pas du tout. Pour moi, c'est pas une expérience de pensée rigolote, c'est vraiment quelque chose qui vise à dire, en fait, pourquoi l'âge serait une variable pertinente dans la prise de décision citoyenne dans une société. Alors, la réponse qui vient immédiatement à l'esprit de la plupart des gens, c'est « mais les enfants ne sont pas compétents », auquel il est très facile de répondre qu'aucune compétence n'est requise de personne d'autre, ce qui est quand même très, très étonnant. Sauf la majorité, quoi. Et donc, c'est... voilà, exactement. Et la nationalité, et un certain nombre d'autres critères. Mais c'est simplement de dire, l'âge n'est pas une variable pertinente pour accorder le droit de vote. Si on s'en débarrassait, ça veut dire que n'importe qui peut commencer à voter à 4 ans, à 14 ans, à 44 ans, à 64 ans, ou jamais, finalement. Et qu'est-ce que ça apporte ? Une transformation profonde du système éducatif, des familles et de la vision qu'on a sur les enfants. Bon, en tout cas, tout ça est extrêmement stimulant. Même si ça participe peut-être de l'utopie pour certains, en tout cas c'est assez génial. L'enfance, qu'est-ce que ça change
Clémentine Beauvais, aux éditions Labor et Fides. Merci d'être venue nous voir Merci avec 1000 beaucoup. pompons de Fantomètre tatoués sur l'avant-bras gauche. Merci encore. On passe à notre débat sur la situation tragique et totalement confuse sur les plans humanitaires, mais aussi politiques au Venezuela. Une semaine après les 2 séismes qui ont fait plus de 2000 morts, la colère monte contre la présidente soutenue par l'administration Trump. Le Venezuela pourra-t-il s'en relever? On en débat après la mise au point d'Amira Swilem. La colère, celle des Vénézuéliens, à bout de souffle. Tenían que traer una pala, un pico. Esto es el país que necesita de ustedes, bueno, un arma, para echarnos plomo y coñazo así. Demuéstreme su maldad aquí, pues. Demuéstreme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. Face au manque de moyens, des équipes du monde entier ont afflué au Venezuela. Petit miracle cet après-midi, un survivant a été extrait des décombres. Une goutte d'eau dans un océan de détresse. Au moins 2000 personnes tuées, 50 000 autres toujours portées disparues et 60 000 bâtiments à terre au pied desquels certains espèrent encore retrouver les leurs. Yo quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. No me lo van a tirar en una fosa común. Esos no son perros, son mis hijos. Celle qui cristallise la colère des Vénézuéliens, c'est elle, Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. On la voit ici, dans un quartier de Caracas avec une équipe de secours péruvienne. Il a fallu attendre hier, une semaine après la catastrophe, pour qu'elle décrète 7 jours de deuil national. No está ayudando al gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Ces séismes viennent fragiliser un État déjà aux abois. Avant la catastrophe, ce sont 8 millions de Vénézuéliens qui avaient déjà besoin d'une aide humanitaire. Les États-Unis, qui ont enlevé le président Nicolás Maduro en janvier dernier et qui, depuis, ont placé le pays sous leur tutelle, ont dépêché des équipes sur place. Solidarité entre voisins ou arrière-pensée politique. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake. Alors, Donald Trump profite-t-il de cette catastrophe pour renforcer son emprise sur le pays? Que révèlent ces tremblements de terre du régime vénézuélien? La colère des habitants peut-elle se transformer en révolte? Nos 3 invités pour ce débat. Saraí Suarez, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-vénézuélienne. Vous avez publié, ajoutons-le, une tribune intitulée « Séisme au Venezuela, la tragédie dans la tragédie » dans le quotidien Libération. Vous estimez que le régime au pouvoir trahit une nouvelle fois la population en gérant cette tragédie par le mépris et l'incompétence. Non seulement les militaires n'aident pas, ajoutez-vous, mais ils bloquent l'accès au secours. À côté de vous, Yoletti Brachot, bonsoir. Vous êtes également franco-vénézuélienne, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Selon vous, cette catastrophe aggrave un peu plus une crise humanitaire qui dure depuis plus de 10 ans. L'État vénézuélien est fragmenté, il a été privatisé et sa relation avec la population est plus que jamais dégradée. Et à côté de vous, Jean-Jacques Kourlianski, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes pour la Fondation Jean Jaurès. Vous considérez que la gestion de cette catastrophe est dans la continuité des déficiences de l'État, en partie causées par les sanctions américaines. C'est un coup dur, ajoutez-vous, pour Donald Trump qui souhaitait bénéficier des richesses naturelles, notamment les richesses du sous-sol vénézuélien. On y reviendra évidemment, mais on démarre avec le chiffre du jour. Oui, un chiffre qui fait froid dans le dos. L'ONU estime à environ 50 000 le nombre de disparus après les 2 séismes qui ont frappé le Venezuela. Près de 60 000 bâtiments ont été endommagés d'après des images satellitaires de la NASA. Saraí Suarez, vous êtes directement concernée puisque vous avez des proches là-bas. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles d'eux? Oui, ma famille, mes amis, mes personnes sur place vont bien. Par contre, on connaît tous quelqu'un de façon plus ou moins directe ou indirecte qui est en train de chercher quelqu'un, un membre de sa famille qui a perdu des membres de sa famille. J'ai concrètement une amie de l'enfance qui cherche sa sœur et du coup on est tous ces amis en train de lire des listes, et je le dis dans ma tribune, des listes éternelles, des noms des personnes blessées et des morts. Et encore, on n'a pas de nouvelles de sa mère. Et ils cherchent eux-mêmes, c'est ça? Ils cherchent eux-mêmes, ils cherchent eux-mêmes sur place. Elle a dû trouver un chien qu'on lui a probablement fait payer pendant quelques heures pour pouvoir essayer de chercher sa sœur dans les décombres de son immeuble. Elle a payé, elle aussi, des machines pour essayer de bouger des choses. Et puis les voisins sont là
les mains dans le sable, dans les écombres pour essayer de sortir leur vie. Violetti Brachot, est-ce que le gouvernement a tardé à envoyer des secours ou ces secours tout simplement n'existent pas pour ce genre de situation? Une chose ne nie pas l'autre, en fait. C'est-à-dire que si ça tarde, c'est aussi précisément parce que la dégradation en fait, de l'État est telle qu'il n'y a pas, en fait, effectivement, ce qu'il faut pour répondre à cette situation. On a parlé de fait que même les équipes, en fait, qui historiquement suivaient l'activité sismique, en fait, au Venezuela, ne sont plus en état de fonctionnement. Donc, en fait, ça ne pouvait pas être anticipé. Ça pouvait pas être anticipé et que de fait, justement, en fait, la longue destruction, délitement, en fait, de l'État social vénézuélien, des hôpitaux, en fait, bon, des unités de réponse, etc., font que, de toute façon, même la moindre réponse de l'État n'aurait jamais été suffisante. Et ne l'est pas aujourd'hui. Jean-Jacques Korlianski, en même temps, quand on lit que l'armée empêche les secours et les bénévoles de se rendre sur place, on est très surpris. Est-ce que c'est des échos que vous avez? Est-ce que c'est réel? Bon, alors j'ai lu, comme vous-même, des dépêches, notamment venant d'une ONG chilienne. J'ai lu aussi une autre dépêche. La question que vous me posez a été posée au chargé d'affaires des États-Unis, qui a répondu « En ce qui me concerne, je n'ai constaté rien de tel. Tout fonctionne très bien. Nous sommes coordonnés de façon optimale avec les autorités locales et avec les intervenants étrangers. » Et ce qu'il apparaît de façon évidente, c'est que la coordination des secours internationaux avec les autorités locales est surtout le fait des autorités des États-Unis. Alors, je vous dis, il y a ce témoignage de cette unique organisation chilienne. Très bien. Et le témoignage tout à fait contraire, fait par le chargé d'affaires des États-Unis à Caracas. Sarah Suarez, l'armée, on a entendu parler de pillage commis par l'armée, on a entendu parler d'exactions commises par l'armée ou d'une armée qui n'aide pas, qui n'est pas compétente. Et c'est le cas, et on le voit dans les... Aujourd'hui, la problématique pour un gouvernement comme celui de Venezuela face à une urgence comme celle-ci, c'est qu'on ne peut plus se cacher. Il y a 10 millions de téléphones, d'ailleurs, qui registre et qui montre les images, téléphones portables, qui registre et montre les images. Donc même s'il y a des communiqués officiels d'un gouvernement qui tutelle les chavismes, qui disent exactement, qui alignent leurs violons ensemble, les gens sont sur place, ils sont en train de dénoncer tous les jours les pillages, les vols, l'incompétence, le manque de participation de ces forces armées et de ces militaires qui sont là pour regarder, pour se prendre en photo, qui arrivent avec des armes, des fusils au bras et qui sont incapables de prendre une pelle pour aider les gens. Et d'autre part, pour revenir un peu à l'anticipation, je me permets de dire, hier j'ai discuté avec un expert vénézuélien de 30 ans d'expérience, expert en séisme, et il me racontait comment ils avaient préparé des dossiers, des rapports qui ont été montrés au gouvernement en expliquant lieu par lieu, endroit par endroit, où les risques étaient d'actualité et clairs, que dans la prochaine fois qu'il y aurait un tremblement de terre, ça allait s'effondrer. Ils n'ont jamais passé à l'action, malgré tous ces rapports qui ont juste été mis dans un tiroir et gardés sous clé, parce que ça n'intéressait pas au niveau de la communication de chavisme. Alors on va évoquer avec vous trois le risque, et avec Anna, le risque de crise humanitaire. Oui, les besoins en nourriture, en eau potable, en abri et en services essentiels sont immédiats et considérables, a déclaré la responsable du Programme alimentaire mondial, et qui a lancé dans le même temps un appel de fonds estimé à 50 millions de dollars pour couvrir ces besoins. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime, lui, que déjà près de 40% des sinistrés vivent dans la rue ou dans des abris improvisés, sans conditions d'hygiène suffisantes, des déplacements de population qui font craindre à l'OMS l'apparition d'épidémies dans le pays, rougeole, coqueluche, dengue, paludisme et même fièvre jaune. Ajoutez à cela que les services hospitaliers sont débordés, avec des soignants mobilisés près de 24 heures sur 24. 38 hôpitaux auraient été mis hors service ou détruits lors de ces 2 séismes, selon le porte-parole de l'OMS, et ceux encore en état de fonctionner sont submergés par l'afflux de blessés en traumatologie. Tout cela sachant que le système de santé vénézuélien était déjà fragilisé. Depuis plusieurs années, le pays fait face notamment à des pénuries de médicaments essentiels que tente aujourd'hui de compenser l'aide internationale. Dès le lendemain du premier séisme, le Salvador a envoyé au Venezuela 50 tonnes de médicaments et une équipe de 150 secouristes. L'Inde, quant à elle, a offert un hôpital de campagne et 35 tonnes de matériel médical. Violetti Brachot, est-ce que ces 2 catastrophes, elles ont révélé les failles profondes du système de santé au Venezuela?
On les connaissait de toute façon, déjà. C'est surtout ça, en fait. On les vit, on les subit, en fait, de longue date. On a commencé à parler d'une crise humanitaire en Venezuela, plus ou moins à partir de l'année 2015. Donc c'est là, comme je disais, fait plus de 10 ans. Bien sûr, en fait, au Venezuela, c'est créé une crise en interne. En fait, une crise qui vient, en fait, de la gestion en interne, en fait, de revenus pétroliers ou de la mauvaise gestion, en fait, sur... bon, c'est vraiment une longue histoire politique et économique, mais qui, en effet, par ailleurs, a été aggravée ultérieurement par des sanctions états-uniennes. Des acteurs humanitaires vénézuéliens ont aussi mentionné en fait les effets délétères de ces sanctions en fait sur le système. Mais bon, le fait est qu'on se retrouve aujourd'hui effectivement face à un système de santé qui craque, qui n'a pas les capacités de répondre. Et là concrètement, et parce que en effet pareil, en fait, on était en contact avec des collègues qui sont sur place et qui sont en train d'aller sur le terrain. En fait, la gestion des corps commence à être aussi quelque chose de très grave. On dit les morgues sont saturées également. On dit aujourd'hui, et c'est terrible comme image, mais arriver à la Guaira, ça veut dire aussi sentir l'odeur de la mort, de la des mort, corps. qui est voilà. Donc c'est vraiment une catastrophe extrêmement grave. Jean-Jacques Coyanti, c'est en même temps le symptôme d'un régime aux abois. Hein. La richesse du pays s'est contractée de 75% entre 2014 et 2020. Et Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, a très peu de légitimité aux yeux des Vénézuéliens. Elle a décrété elle a attendu une semaine pour décréter un deuil national de 7 jours. Bon, alors je ne sais pas si on doit parler de la faillite du régime sans parler au préalable des failles de la géologie. On est devant une catastrophe de la nature comme celle qu'on a constatée en Afghanistan, en Turquie, en Italie, au Maroc. Donc il y a cet élément-là qui est un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est un élément préalable. Après, on peut éventuellement parler, mais pas uniquement, de la façon dont la société, le gouvernement vénézuélien, la communauté internationale essaient de remédier à cet accident naturel qui provoque en lui-même des milliers de morts. On va poser la même question à Yoleta Bracho à propos de Delcy Rodriguez. Alors, comment aujourd'hui est-elle perçue? Est-ce que la colère de la population qui l'a huée, est-ce qu'elle peut se transformer en une véritable révolte contre le régime où les Vénézuéliens ne sont pas dans cet état d'esprit-là? Ça serait aller plus loin. Par contre, il y a des vraies questions de légitimité. En fait, il faut se dire que Delcy Rodriguez, c'était la vice-présidente d'un président Maduro qui lui-même n'était pas légitime parce qu'en fait, il n'avait pas été élu en 2024, qu'elle est désormais au pouvoir avec en fait la situation de tutelle en fait, donc entre guillemets légitimée par les États-Unis, mais en fait rien de ça veut dire que la population vénézuélienne s'est exprimée de manière ou d'une autre pour la légitimer. Tout le contraire, en fait la population vénézuélienne s'est exprimée contre les gouvernements chavistes en fait qu'elle représente encore, contre en fait finalement un processus de consolidation autoritaire en fait dont elle est aussi la continuité. Ça veut dire donc que même dans le contexte où par exemple, l'armée a dû contrôler la circulation entre Caracas et La Guaira, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule route qui permet la communication entre les deux. Et là, il y a des choses, en fait, logistiques qu'il faut gérer. Quand l'armée a voulu faire ça, en fait, ça a été perçu comme des mesures de contrôle illégitimes, parce qu'il n'y a pas de lien légitime entre la population et les gouvernants vénézuéliens. Sarah Soares. Oui. Alors, en même temps, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui est prix Nobel de la paix 2025, tout de même, accuse le pouvoir d'avoir bloqué son retour dans le pays. Et Donald Trump non plus ne veut pas d'elle sur place. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à avoir comme relais sur place Delcy Rodriguez plutôt qu'elle, la prix Nobel de la paix? Pour les États-Unis, c'est beaucoup plus simple d'avoir un gouvernement qui savent qu'ils peuvent contrôler et maîtriser un chavisme soumis, vassalisé, et qui accepte finalement les règles de jeu. Machado avait donné des gages tout de même. Elle avait remis son prix Nobel à Trump. Mais le problème avec Maria Corina Machado par rapport à Donald Trump, c'est que Donald Trump, il sait qu'il ne va pas pouvoir maîtriser cette femme. Maria Corina Machado, elle est là pour écouter les décisions de son peuple. Et c'est ce qu'elle n'a pas arrêté de faire depuis des années. Tandis que Delcy Rodriguez, elle est prête à danser le valse de Donald Trump. Et ça, on l'a vu dès le début. Juste après le 3 janvier, quand Nicolás Maduro a été capturé par les Américains, on a compris pourquoi on venait d'une préparation de terrain. Delcy l'a modéré, Delcy ceci, Delcy cela. On ne comprenait pas ces informations pour un des personnages qui est une des personnes les plus radicales dans ce régime. Donc aujourd'hui,
on est face à un dilemme parce qu'effectivement, les États-Unis ne souhaitent pas permettre le retour de Maria Corina. Ils craignent de perdre le contrôle total qu'ils ont aujourd'hui sur les réserves de pétrole, sur les réserves d'or et sur tout ce qu'ils arrivent à maîtriser avec un chavisme qui est plié à eux. On se demande qui contrôle qui, en réalité. Est-ce que le chavisme a réussi finalement à avoir une manipulation sur Washington? Est-ce qu'ils sont en train de jouer un peu le chat et la souris l'un à l'autre? Qui contrôle qui aujourd'hui? Jean-Jacques Orlianski, justement, on parle des États-Unis. Les États-Unis qui ont envoyé 2000 personnes sur place. Ils ont promis plusieurs centaines de millions de dollars d'aide, suspendu les sanctions économiques pour ne pas entraver les secours. Est-ce que c'est purement de l'aide humanitaire? C'est altruiste ou alors il y a des arrière-pensées derrière? Altruiste en partie peut-être, hein, mais c'est un défi pour Donald Trump, hein, puisque l'opération au Venezuela du 3 janvier, pour lui, était une opération modèle. L'exfiltration de Nicolas Maduro, donc. L'enlèvement du président Maduro, qu'il a essayé de répéter en Iran, mais le morceau était manifestement plus gros à avaler, ça n'a pas marché. Mais il avait, quelque temps auparavant, au mois de novembre, hein, exposé quelles étaient ses grandes lignes de conduite en politique étrangère et aussi à l'égard du Venezuela. À l'égard du Venezuela, qu'est-ce qu'il cherche exactement? 1, stabiliser la situation. 2, faire redémarrer l'industrie pétrolière. Le chargé d'affaires des États-Unis, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son communiqué, dans les réponses aux journalistes, il a dit « Heureusement, les installations pétrolières n'ont pas été touchées ». Il n'a pas parlé des personnes, hein, il a dit « Heureusement, les installations pétrolières n'ont pas été touchées » et la transition politique éventuellement après. Donc il est évident que pour lui, introduire un élément de l'opposition au Venezuela sans tremblement de terre ou avec tremblement de terre, c'est un élément incontrôlable qui va créer une situation incontrôlable. Et son objectif, qui est avant tout de récupérer le pétrole, on le voyait dans votre extrait de film, est compromis. Donc son pari, c'est de maintenir à toute force l'équipe actuelle et donc de gérer éventuellement directement la coordination de l'aide humanitaire et autres pour que la situation se stabilise, qui est le premier point de son plan en 3 parties pour le Venezuela. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, les États-Unis assurent qu'ils restent intéressés de près au sort du Venezuela, malgré les conséquences potentiellement paralysantes de ce tremblement de terre pour le pays. Écoutez le secrétaire d'État américain Marco Rubio. No matter what, the United States has always responded to humanitarian crisis, especially in our own hemisphere. That's what we're focused on now. Obviously, earthquakes are not part of the stabilization process. Obviously, it's a setback in that regard, but we're going to get through it, and I think Venezuela is going to emerge stronger from it, despite the tragedy that it's confronting right now. Yoleti Brachot, les Américains sont au Venezuela et ils entendent le rester, malgré ce tremblement de terre. Ce n'est pas une fragilité pour eux. De toute façon, en fait, depuis avant même le 3 janvier, en fait, depuis qu'il y a eu l'avancée militaire sur la Caraïbe, on voit très bien en fait quels sont les objectifs en fait de l'administration Trump et qu'ils sont en train de réussir avec. Et là, je mettrai quand même une nuance par rapport à la figure de Maria Corina Machado, où en fait, pour le coup, elle a aussi passé du temps aussi à légitimer la politique de Trump, y compris vis-à-vis des migrants vénézuéliens aux États-Unis. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait donc déjà quelques mois, voire plus, que qui que ce soit qui veut faire de la politique en fait au Venezuela, de manière ou d'une autre, doit passer par les États-Unis. Mis à part bien sûr des forces en fait d'opposition diverses au Venezuela, qui elles il y en a, elles sont suffisamment solides. En tout cas, qui cherchent à construire en fait une diversification des options politiques au Venezuela. Par contre, il y a une chose, et là, je dis ça avec beaucoup de responsabilité, c'est que en fait, dans le contexte actuel de l'urgence humanitaire, le fait est que les humanitaires, les États qui font de l'aide, etc., tous sont obligés de dialoguer avec le gouvernement en place. Et ça, c'est un fait qu'on ne va pas pouvoir changer, en tout cas pas tout de suite. Alors que les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes, ce n'est pas pour autant qu'on oublie nos demandes démocratiques. Mais par contre, on est conscient aussi d'un moment... Voilà. Oui, on sent votre émotion d'ailleurs. Sarah Suarez, en même temps, on se pose la question de savoir comment sont perçus les Américains aujourd'hui par les Vénézuéliens. J'ai la sensation que ça a beaucoup évolué depuis le 3 janvier. Au début de l'action qui a été menée contre Nicolas Maduro, il y a eu une partie de la population qui a soutenu cet enlèvement et qui était très content. Il n'y a pas eu de manifestation dans la rue parce qu'il y avait trop de peur pour s'exprimer.
publiquement. Mais il y avait Un un clair soulagement. Et le soulagement, je pense qu'il était général. Mais il y avait quand même une partie de la population qui était vraiment très, très favorable à cette action. Et maintenant d'une autre partie, l'avait pris avec beaucoup de précaution et de méfiance. Parce que c'est un peu comme se faire sauver par un pirate. Vous êtes au milieu d'un naufrage et vous êtes sauvé par un bateau de pirates. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Aujourd'hui, vu l'état de délabrement de pays, la crise économique, cette catastrophe qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, il faut se rappeler qu'en 1999, on a eu une catastrophe naturelle similaire. Des inondations majeures. Dans la même région. Dans la même région. Encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de victimes il y a eu. On attend toujours les chiffres. 15 000 à 30 000 morts à l'époque. On n'a jamais eu des chiffres officiels de la part du gouvernement. Il y a eu des gens qui ont passé 15 ans dans des refuges. Et là, ce n'était pas une question de géologie, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments aussi, et tout ça avait été construit contre le droit et contre les normes qui avaient été légiférées. Tout à fait. Mais aujourd'hui, du coup, il y a une fatigue supplémentaire parce qu'on vient de cette crise qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, il y a quand même, je commence à voir un questionnement envers les Américains qui sont perçus actuellement comme des complices de chavisme. J'ai même vu un post sur les réseaux sociaux qui habillait Donald Trump de chaviste en disant c'est le nouveau Maduro. Donc il y a quand même une dégradation de l'image des Américains. Et là, il y a beaucoup de tensions. On rentre dans la phase de trouver un espace comme un sort de cimetière géant. Et le risque de violence commence à être vraiment, vraiment perceptible. Juste une question courte et une réponse courte. 8 millions de Vénézuéliens se sont exilés et ça continue, Yoleti Brachot? Là, surtout, c'est que ça va augmenter. Ça va s'amplifier? Forcément. Parce que, en fait, concrètement, les conditions de vie sur place ne seront pas positives dans le court terme. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer sur ce que vit pour vous deux votre pays, le Venezuela. Merci encore. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, évoquer les guides conférenciers privés de créneaux de visite à Notre-Dame de Paris et les catholiques intégristes qui défient le pape Léon XIV. Mais pour commencer, vous dînerez moins bête grâce à Victor de Quiver qui se demande si la haute couture française a été inventée d'aventure par un Anglais. La haute couture française a-t-elle été inventée par un Anglais? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1858, Paris est la capitale mondiale de l'élégance. Les salons bruissent, les crinolines froufroutent, et qui ouvre la maison de couture la plus révolutionnaire de l'époque? Un Anglais, Charles Frederick Worth, né à Bourne, dans le Lincolnshire, débarque à Paris à 20 ans sans un sou, et en quelques années, il va tout changer. Mais avant Worth, comment ça marchait? Les clientes venaient chez le couturier avec leurs idées. Je veux du bleu, avec des dentelles, et peut-être des rubans. Le couturier exécutait. Avec Worth, c'est fini. C'est lui qui impose sa vision, ses créations, son génie. Les clientes n'ont qu'à choisir dans sa collection. Un Anglais vient d'inventer le concept de créateur de mode. Mais ce n'est pas tout. Worth a une autre idée de génie. Pour vendre ses robes, il embauche des sosies. Des jeunes femmes qui ressemblent à ses clientes et qui défilent devant elles. La première, Marie Vernet, sa vendeuse, qui l'épouse. Et là, coup de génie, elle ne se contente pas de défiler dans le salon, elle porte les créations de Worth dans les soirées parisiennes, au théâtre, aux courses. Chaque sortie devient une publicité vivante. Marie Vernet invente un nouveau métier, mannequin professionnel. Les défilés de mode sont nés. Et tenez-vous bien, Worth est le premier à coudre son nom à l'intérieur des vêtements. Avant lui, personne ne signait ses créations. Il vient d'inventer la griffe de luxe, le logo cousu, le branding avant l'heure, un siècle avant tout le monde. Résultat, l'impératrice Eugénie ne jure que par lui. Elle porte du Worth. Toute l'Europe copie ses tenues. La haute couture française rayonne dans le monde entier grâce à cet Anglais. Je sais que ça peut faire mal à entendre. La haute couture a été inventée par un type de Lincolnshire qui parle français avec un accent terrible. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de génie français, pensez à Worth. Et en attendant, vous dînerez moins bête. Merci, bravo Victor de Quiver. Revoici Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour leur chronique. Cher Xavier, depuis hier, le diocèse de Paris applique un système de réservation qui prive en grande partie l'accès de Notre-Dame aux guides conférenciers qu'on adore. Privilégier les audioguides est une catastrophe en pleine saison touristique.
On va sur les quais de Seine. Oui, Elisabeth, en 1821, l'année de la mort de Napoléon, ça n'a aucun rapport. Non, aucun rapport. Pierre-Joseph Il est monomaniaque. du fait de Lyon fait paraître son mémorial parisien, Paris tel qu'il fut, Paris tel qu'il est. C'est un guide pour les curieux. Et d'ailleurs, dès l'avant-propos, l'auteur distingue ceux qui visitent au pas de course les musées sans rien y comprendre et qui y vont parce qu'ils craignent sinon d'être ridicules, et puis les autres. Amateur, éclairé, alors beaucoup plus lent, ça c'est sûr, et surtout beaucoup plus exigeant. Et l'auteur explique d'ailleurs que lui-même propose à ces gens-là son guide, mais qu'il a fait appel à des cicérones pour être guidé afin de mieux connaître Paris. Et il se balade sur les quais de Seine. Oui, alors il raconte tout ça, tous les quais de Seine. Il parle du pont construit par Marie, le pont Marie, autrement. Marie, parce que c'est un personnage incontournable de cet univers parisien, de cet urbanisme-là. Autant de Marie de Médicis, qui nous fait déjà beaucoup de Marie. Non mais l'île Saint-Louis, c'est Marie. Et d'ailleurs, quand on est à la pointe de l'île Saint-Louis, mais alors du côté de l'île de la Cité, là où se trouve Notre-Dame, et que vous franchissez le pont direction la rive gauche, eh bien vous arrivez quai de la Tournelle. Alors, plus ou moins au numéro 53, où là, vous pouvez admirer l'hôtel de Némont, petit bijou du XVIIe siècle. Et là, si vous allez donc côté Seine, vous pouvez croiser l'autre Marie incontournable des quais de Seine. La nôtre Marie Bonisseau, effectivement, bouquiniste de son état, parce qu'il faut le dire. Alors, dans une tradition séculaire, c'est difficile de dater le début des bouquinistes. J'en connais certaines qui donnent l'année de 1664. Moi, je suis absolument pas convaincu. En tout cas, les bouquinistes inscrits au patrimoine culturel immatériel en France. Et c'est légitime, parce que c'est là que vous pouvez trouver des ouvrages complètement improbables, comme par exemple cette nouvelle méthode de flageolet en 1825, signé Bonisseau. Ce sont des livres. Non, mais vous pouvez trouver ça. En fait, du côté de la boîte à Marie, on va avoir plutôt de la littérature jeunesse. C'est le dimanche qu'il faut y aller. Et c'est là où l'on croise aussi Dino Mire. Personnage absolument incontournable. Très bel hommage à la littérature jeunesse qui, paraît-il, a une grosse tête parce qu'il a été beaucoup trop applaudi. En tout cas, bouquiniste, guide conférencier, guide conférencière, mettent du vivant dans notre vie, de l'humain dans la transmission des savoirs. Un peu de folie aussi, c'est l'occasion de rappeler cette citation de Napoléon Bonaparte, alors premier consul, face au péril des bonimenteurs, mieux vaut Bonisseau. Périlleux. Et quelle belle mise en boîte. Et voilà. Et ouais. Mais comment vous voulez que je fasse ma chronique, en fait? Écoutez, voilà. Je vous promets, je vous Chers amis, c'est la preuve par l'absurde. Où suis-je? 4 crétins en perruquet et nattés que Marie Bonisseau c'est confondant de réalisme. Inimitable. Ah non, c'est non, vous êtes irremplaçable. Notre chroniqueuse, j'en pleure, stand-upeuse à l'humour, foutraque. Alors, chers amis spectateurs, ceci s'explique par un événement. Madame Bonisseau a décidé de changer de rythme, la grosse paresseuse, de quitter la quotidienne, mais vous la retrouverez le week-end. Les clubs de 28 minutes. Elle est toujours tressée à 28 minutes. Donc, merci, chère Marie. Marie-re, si vous permettez que je vous appelle Marie-re. Merci pour ces 3 saisons avec vous. Et maintenant, vous vous débrouillez avec Léon XIV. Ah, mais là, je fais vraiment ma chronique. Les intégristes. Et les intégristes catholiques. Ok, alors, et donc vous me lancez plus, vous il n'y a plus rien. C'est un schisme au sein de l'Église catholique. Ça, Le Vatican a excommunié 6 évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui ont désobéi au cours d'une messe. Une messe très médiatisée en Suisse. Oui, un bras d'honneur en soutane. C'était la formule d'un éditorialiste du journal La République des Pyrénées que j'ai bien aimé, alors je vous la resserre. Bien sûr. Hier en Suisse, on va se concentrer, ça s'est passé en Suisse, sur une très jolie prairie à Écône, 16 000 catholiques, très catholiques, venus du monde entier et coiffés de casquettes encore plus belles que vos perruques. Regardez, les casquettes blanches, Écône 2026. Donc ces fidèles ont assisté en latin évidemment et sur écran géant à une cérémonie de nomination de 4 évêques. On dit ordination des évêques au sein d'une société de prêtres intégristes qui existe depuis 1970. Et qui s'appelle, vous l'avez dit, Elisabeth, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. La frate, comme disent les catholiques, très catholiques. Alors, quel est le problème de cette grand-messe? Ce n'est pas le latin. Le Vatican autorise les croyants qui le souhaitent à vivre la messe en latin, à l'ancienne, avec le prêtre dos au public, comme ça se faisait
avant la grande modernisation de l'Église catholique, c'est le fameux Concile Vatican II du début des années 60. Le latin, le Vatican est d'accord, il dit chacun va à la messe qui lui plaît. En revanche, ce qui n'est pas acceptable pour l'autorité suprême du 1,5 milliard de catholiques dans le monde, c'est de nommer des évêques sans l'accord du pape. Or, c'est exactement ce que la Frate a fait hier. C'était prévu, c'était annoncé depuis des mois. Ils l'ont fait malgré les supplications du pape Léon XIV, qui la veille encore les priait de tout son cœur d'annuler. Ils l'ont fait devant une foule de fidèles convaincus que seule la tradition, avec un grand T, va sauver leur âme et leur éviter l'enfer. Ils sont très angoissés, les gens de Saint-Pédis. Ils sont convaincus que l'Église actuelle s'est perdue dans la modernité, dans l'humanisme, dans l'inclusion, dans le dialogue avec les autres religions. Et c'est leur deuxième bras d'honneur à cette fraternité, il y a un peu moins de 40 ans. Sur cette même pelouse suisse, Marcel Lefebvre, chef des rebelles qui est aujourd'hui décédé, avait ordonné 4 évêques. Tout le monde a été immédiatement excommunié par le pape de l'époque qui était Jean-Paul II. Ce schisme avait marqué les esprits. Les lefévristes avaient continué dans la rupture jusqu'à ce que les papes d'après, de l'eau coulant sous les ponts, Benoît XVI, le pape François, leur tendent la main, lèvent les sanctions, valident même les mariages prononcés par ces lefévristes. Certains ont cru jusqu'au bout à une réconciliation possible. La cérémonie d'écône d'hier leur donne complètement tort. L'affaire est très importante pour l'Église catholique qui fait face à plein d'autres crises en ce moment, conclut mon éditorialiste de la République des Pyrénées, qui lui y voit une main tendue très politique vers un autre chef qui déteste le pape, et je vais finir par vous la faire en latin, Donaldus Trumpus. Si ça se dit. Jusqu'au bout. C'est vous jusqu'au bout. Je suis payée, donc... Voilà, et fort bien payé. Nous vous aimons, Marie Bonisseau, et de Frat, nous ne connaissons qu'une fratrie, c'est quasiment nous. Voilà, sororité, fratrie, tout ce que vous voulez. Merci, chère Marie. Merci à tous. Jean-Mathieu Pernin, hop, inaugure. Vous ramenez votre note. Lundi prochain, la saison d'été de 28 minutes. Merci à la rédaction et à la post-production, formidable collectif qui font germer l'émission tous les soirs. Et douce retraite à notre formidable caméraman Stéphane Ribou. On se retrouve les cheveux un peu plus courts le 24 août à 20h05. Tchuss.